Dans la bataille pour la suprématie maritime, Feu! Cible atteinte! les nazis mènent une guerre technologique. Parmi les technologies militaires allemandes de la Seconde Guerre mondiale, c'est sans doute une de celles qui ont eu le plus d'influence. Hitler ordonne la mise au point d'armes sous-marines secrètes. Avec ça, nous allons anéantir les stratégies navales de l'ennemi. Rapide, silencieuse et meurtrière. Il peut frapper 18 navires en l'espace de 20 minutes. Les nazis construisent d'immenses structures pour abriter ces effroyables machines. Ce bâtiment s'étend sur près de 400 mètres. La taille est tout simplement stupéfiante. Elles vont révolutionner la guerre navale. Le U-boat de type 21 était une arme qui aurait vraiment pu changer la donne. Voici l'histoire des redoutables sous-marins d'Hitler. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Trois heures en vue, escortés par des destroyers. Immersion périscope. On va passer dessous. Le commandant Adalbert Schnee est en patrouille à bord d'un U-boat de type 21, un nouveau sous-marin allemand redoutable. Je les vois. Ils ne sont qu'à 600 mètres. Ils ne savent pas que nous sommes ici. Aujourd'hui, le dernier spécimen de ces sous-marins commandés par Hitler est à quai dans un port du nord de l'Allemagne. C'est le U-boat de type 21. Il n'a rien à voir avec tous les sous-marins qui l'ont précédé. Sa forme est celle d'une lame. Il est brillant, il a une forme profilée, il a été conçu pour combattre sous l'eau. C'est une nouvelle arme de guerre effroyable. Nick Bradbeer, spécialiste de l'architecture navale, est en train d'examiner l'engin qui a révolutionné la guerre sous-marine. Voilà ce qui faisait la force de ce sous-marin. Il y avait ici 20 torpilles prêtes à être lancées. C'était des armes dévastatrices. L'histoire de ce super sous-marin débute en 1935. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles interdit à l'Allemagne de construire des sous-marins. Hitler rompt le traité. Il est bien décidé à développer sa puissance militaire, notamment en construisant de nouveaux U-boats. Quand la guerre éclate en 1939, Hitler dispose de 57 sous-marins. Une flotte réduite, mais redoutable. En 5 mois seulement, de juin à octobre 1940, les sous-marins nazis coulent 311 navires alliés. Porté par ce succès, l'amiral Karl Dönitz, commandant en chef de la marine, exige plus. Si nous voulons saper le moral des Britanniques, nous devons limiter leur présence en mer et couper leur voie de transport maritime. C'est sur elle que repose la survie de la nation britannique. Les U-boats sont essentiels pour les Allemands s'ils veulent avoir une chance d'étrangler le commerce maritime britannique. C'est ce qui peut leur permettre de gagner la guerre. Et l'amiral Dönitz met une pression constante sur l'état-major de la marine allemande en leur disant « Laissez-moi construire plus de U-boats, ils sont indispensables ». Et il a entièrement raison. Hitler ne se fait pas prier. Il ordonne l'extension immédiate du programme de construction de sous-marins. Au cours des 3 années suivantes, les nazis fabriquent plus de 350 U-boats. Ils vont envahir l'océan Atlantique,
du continent américain à la Méditerranée et de l'Arctique à la côte sud-africaine. Le fer de lance de la flotte sous-marine est le U-boat de type 7. Il est petit, peu coûteux et rapide à construire. Un modèle se distingue comme le meilleur sous-marin d'attaque. Le dernier spécimen de ce redoutable engin construit par les nazis se trouve en Allemagne, sur une plage retirée de la côte baltique. Voici le type 7C. L'important, c'est la proue. Ce sous-marin est conçu comme un bateau. Il est fait pour rester en surface la plupart du temps. Cette proue le rend plus rapide et lui permet d'avancer plus facilement dans les vagues. Il était aussi conçu pour les combats en surface. Il était armé de canons. Sur le pont, un canon de 88 mm pour tirer sur les navires. Et un dispositif anti-aérien à l'arrière. Ici, ce sont les arbres de transmission. Il y en a deux, un de chaque côté. Ils actionnent les hélices. Ils ont l'air petits, mais ils permettent à ce bâtiment de se déplacer à une vitesse de 17 nœuds. En surface, le type 7C est plus rapide que beaucoup de navires alliés. Il prend de vitesse les convois de navires marchands. Mais ce qui rend ce sous-marin si redoutable se trouve dans la proue. Nous sommes dans le compartiment des torpilles de proue. Voici une des torpilles. C'est une G7E. Il y en avait 8 comme ça stockées ici. Elle pèse 1,5 tonnes. C'est très lourd à déplacer. Pour recharger, pour aligner une torpille dans un de ces tubes, il fallait entre 10 et 12 hommes qui la soulevaient en tirant. Ça se faisait à la main avec ce mécanisme. Le 7C transporte 14 torpilles. Une fois que le commandant a décidé sur qui lancer la torpille, il donne les instructions sur la profondeur, la vitesse et l'angle d'attaque. Un homme utilise cet appareil pour programmer le système de guidage de la torpille. Et lorsque le commandant veut tirer, ça peut se faire depuis la salle de contrôle. Le déclenchement est manuel. Quelqu'un doit venir ici, enlever la sécurité et tirer. Et ici, à la poupe du bateau, il y a une dernière surprise. C'est un 5e tube lance-torpille pointé vers l'arrière. Une fois que les 4 torpilles de proue ont été tirées sur un convoi, si le sous-marin est pris en chasse par un destroyer, ou s'il veut se retourner et lancer une autre attaque, il peut tirer une 5e torpille. Tout comme Adalbert Schnee, les commandants de U-boat attaquent surtout la nuit, lorsque les sous-marins émergés sont à peine visibles. Cible en vue. S'ils sont repérés, ils peuvent rapidement disparaître sous la surface. Plongez! Au début de la guerre, les U-boats de type 7 remportent de grands succès. Mais l'amiral Dönitz a des projets encore plus ambitieux. Perfectionner ses sous-marins et anéantir les Alliés en mer. Début 1941, les nazis se lancent dans la construction d'un nouveau U-boat. Il est conçu pour infliger de lourdes pertes aux navires alliés. La paternité en revient à Helmut Walter, un ingénieur allemand.
Helmut Walter est un génie, ça ne fait aucun doute. Les Allemands savent reconnaître ce trait et l'encourager. Helmut Walter met au point des systèmes de propulsion pour les avions et les sous-marins depuis 1934. Sa contribution la plus célèbre est le moteur fusée qui propulse l'avion de chasse Messerschmitt Me-163. Le moteur est alimenté par un composant secret, un supercarburant qu'il a mis au point en utilisant un produit chimique volatile, le peroxyde d'hydrogène. Utilisé dans un U-boat, ce carburant permet aux sous-marins d'être plus rapides et de rester immergés plus longtemps. Un sous-marin avec des moteurs diesel ne peut les utiliser qu'en surface. Le peroxyde d'hydrogène permet d'utiliser les moteurs à pleine puissance, quelle que soit la profondeur. L'amiral Dönitz obtient des fonds pour qu'Helmut Walter construise un prototype de son sous-marin. Son nom de code, le V80. L'ingénieur donne à la coque interne une forme de 8. La partie inférieure sert à stocker le peroxyde d'hydrogène. La partie supérieure abrite les moteurs et l'équipage. Afin d'améliorer les performances du V80 en immersion, Helmut Walter dessine une coque sans armement externe afin de réduire la résistance de l'eau. Il avait une forme inhabituelle pour un sous-marin. Il ressemblait plus à un poisson qu'à un navire. Lors des premiers essais, sa vitesse en immersion atteint 23 nœuds. Il est 3 fois plus rapide que le Type 7. En novembre 1941, Helmut Walter est prêt à faire une démonstration devant le haut commandement des forces navales. Long de seulement 22 mètres, ce petit sous-marin atteint maintenant la vitesse incroyable de 28 nœuds en immersion. L'amiral Dönitz réalise son potentiel. Il conseille au haut commandement des forces navales de soutenir le travail d'Helmut Walter. Le V80 était une révolution en matière de propulsion. Mais il était beaucoup trop petit pour être un sous-marin de combat. Il ne pouvait pas transporter d'armes. L'ingénieur revoit la conception. Il garde le meilleur du V80 et en fait une arme de guerre. Pendant ce temps, l'amiral Dönitz sait comment rendre la flotte existante encore plus redoutable. En 1939, les U-boats chassent en solitaire. Mais en 1940, après la défaite de la France, les nazis établissent des bases navales sur la côte atlantique. Ils utilisent des systèmes de radiocommunication pour mettre en œuvre une stratégie dévastatrice. Les sous-marins se regroupent pour attaquer les convois alliés. C'est la tactique dite de la meute de loups. Le but est de réunir le plus grand nombre possible de U-boats qui agissent de façon coordonnée pour infliger le maximum de dégâts sur des convois d'une quarantaine de navires marchands. On peut couler plus de bateaux avec 7 U-boats qui attaquent ensemble qu'avec un seul. L'amiral Dönitz sait que des meutes bien organisées feront plus de dégâts. Pour cela, il faut un centre de communication spécial qui puisse coordonner les attaques. En 1940, les nazis investissent un château dans la campagne française. C'est une base parfaite pour diriger les attaques sous-marines. James Holland est historien. Il s'apprête à explorer l'ancien poste de commandement de l'amiral Dönitz. C'est un très joli château. Ça me fait un peu penser à ceux qui servaient de quartiers généraux pendant la Première Guerre mondiale. Après tout, il était commandant en chef des forces navales. Il n'allait pas choisir un taudis. Le château de Pignerol se trouve à un endroit stratégique situé entre Paris et les principales bases sous-marines. Le centre de contrôle se situe dans un bâtiment construit par les nazis.
On passe sous le jardin du château. Ce couloir mesure près de 120 mètres de long. On m'a expliqué qu'au-dessus, il y a une épaisseur d'1 mètre de béton et encore 1 mètre de terre par-dessus. Ce plafond se trouve donc 2 mètres en dessous du jardin. Le tunnel débouche sur un escalier qui remonte vers un ensemble de bunkers. Ce centre de contrôle transmettait les ordres entre le commandement des forces navales à Berlin et les U-boats. Je cherche la pièce principale, celle où les communications avaient lieu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je crois que j'ai trouvé. On y est. C'est ici qu'arrivaient les signaux envoyés par les U-boats. Et c'est d'ici qu'on leur répondait. On imagine que pendant la guerre, ça devait grouiller d'activité ici. Il devait y avoir des bureaux tout le long des murs, des gens avec des téléx et des machines Enigma. Le complexe comprend 11 bunkers à l'épreuve des bombes. Ils abritaient plus d'1 millier d'opérateurs qui maintenaient une liaison constante avec la flotte de U-boats. On sent que c'est solide. On se sent en sécurité là-dessous. Je continue à dire là-dessous, mais on n'est plus en sous-sol. Pourtant, on a l'impression d'être sous terre, mais en fait, on est au-dessus du niveau du sol. Durant les 2 premières années de la guerre, les U-boats de l'amiral Dönitz étendent leur domination en mer. L'Allemagne est sur le point de faire plier la Grande-Bretagne en la réduisant à la famine. En 1941, les U-boats nazis coulent 501 navires. Le commandant Schnee fait partie des tireurs d'élite des mers. Convoi en vue à 1 km. Bien, prêt à tirer? Prêt. Il utilise l'approche furtive pour surprendre l'ennemi. Même l'ordre de tirer est donné en chuchotant. Cible en vue. Torpille 1 prête. Prête. Torpille 1, feu. Feu. Torpille 2, feu. Feu. Cible atteinte. Les U-boats règnent en maître. Mais bientôt, les progrès militaires et technologiques des Alliés rétablissent l'équilibre des forces dans l'Atlantique. Les Alliés ont conçu des radars suffisamment petits pour être embarqués dans les avions. Ça a été terrible pour les U-boats. Ces radars embarqués ont permis aux avions de localiser les U-boats à une distance qui ne permettait pas aux sous-marins de les repérer. Ils étaient donc attaqués par surprise. Et du fait qu'ils occupent l'Islande, les Alliés ont un autre avantage décisif. Malheureusement pour les U-boats, c'est une base stratégique avec des aérodromes que les Alliés peuvent utiliser. Par conséquent, l'Atlantique Nord se trouve soudain quadrillé par des avions. Ces avions peuvent littéralement balayer la zone afin de repérer les U-boats. À présent, les Alliés peuvent localiser les sous-marins allemands. Les chasseurs deviennent les proies. Au printemps 1942, alors qu'il fait surface au large de la côte est des États-Unis, le commandant Schnee découvre à quel point son U-boat est vulnérable. Que s'est-il passé? Fermez les écoutilles. Préparez-vous à plonger. Fermez les écoutilles. Plongez! Ils peuvent nous localiser. Ils savent où nous sommes. Le U-boat du commandant Schnee s'en sort, mais les pertes augmentent du côté des sous-marins nazis. Dites-moi, où en est la guerre sous-marine? Le quadrillage aérien des Alliés nous a fait reculer dans l'océan Atlantique. Nos frappes ont beaucoup ralenti. Qu'en est-il de nos pertes?
Dans le golfe de Gascogne, leurs attaques aériennes causent de gros dégâts. Nous devons être plus rapides et plus discrets. En 1943, la marine allemande perd 244 sous-marins et plus de 10 000 hommes. La flotte de U-boats est en difficulté. Mais Hitler et l'amiral Dönitz sont décidés à reprendre la main grâce à un projet qui va révolutionner la guerre sous-marine. Adalbert Schnee fait partie des hommes à qui l'amiral Dönitz confie la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie. Réaffecté au quartier général situé à Paris, Adalbert Schnee organise les opérations contre les convois alliés. Mais pour reprendre le dessus, il faut développer de nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez m'apporter le dossier 93? Parfait. Merci. Le type 7 est dépassé et insuffisamment armé. Il n'est pas très hydrodynamique. Vous voyez tous ces éléments? Ces gros réservoirs pour le diesel, le bastingage sur le pont, les canons antiaériens et même les trous pour évacuer l'eau de la coque. Tout ceci augmentait la résistance lorsqu'il était immergé. L'eau qui passait le long des parois le ralentissait. Le type 7 n'était donc pas très rapide. Mais en plus de le ralentir, ces éléments faisaient du bruit. En passant dessus, l'eau créait des turbulences qui signalaient la présence du sous-marin. Ça facilitait le travail des sonars. De plus, les deux moteurs diesel ont besoin d'air pour fonctionner. Ils ne peuvent servir que quand le sous-marin est en surface. Une fois immergé, c'est un autre type de propulsion qui prend le relais, ce qui le rend beaucoup plus lent. Pour l'immersion, il y a un tableau de commande et ces deux moteurs électriques. Un pour chaque arbre de transmission. Ils sont entraînés par les moteurs et propulsent le sous-marin quand il est sous l'eau. Ils ne permettent pas d'aller très vite, 5 ou 6 nœuds, peut-être 7. Et la capacité des batteries est assez faible. Lorsque les batteries sont vides, le sous-marin doit refaire surface pour mettre en marche les moteurs diesel qui vont les recharger. À une vitesse de 4 nœuds, il pouvait rester immergé une journée. En descendant à 1 nœud, c'est-à-dire la vitesse de quelqu'un qui marche, il pouvait rester sous l'eau 2 voire 3 jours, mais pas plus. Mais l'amiral Dönitz a une solution. Un sous-marin propulsé par le moteur fusée de l'ingénieur Helmut Walter. Pour reprendre la main sur les Alliés, l'amiral Dönitz compte sur une nouvelle génération de sous-marins. Nous avons une solution. Nous disposons d'un prototype de sous-marin dont la vitesse en immersion est considérablement augmentée. Il va rendre la lutte anti-sous-marine de l'ennemi inefficace. Si c'était le cas, ce serait révolutionnaire. Je suggère que nous mettions au point ce nouveau sous-marin aussi vite que possible. Vous avez mon soutien total. Avec ça, nous allons anéantir la stratégie navale de l'ennemi. Helmut Walter obtient le feu vert pour construire un sous-marin de combat plus grand à partir du V-80. Il le baptise U-boat de type 18. Mais dès le début, il rencontre des difficultés. Le principal problème concerne le carburant, le peroxyde d'hydrogène. Il aurait fallu d'énormes quantités de peroxyde d'hydrogène pour approvisionner une flotte de sous-marins. Et l'Allemagne ne pouvait pas en produire autant. Faute de garantie pour le carburant et suite à un problème de fabrication d'une turbine, le projet est suspendu. Malgré ce revers, l'idée d'Helmut Walter n'est pas abandonnée. L'idée de créer un sous-marin qui soit vraiment un sous-marin et pas seulement un submersible, la volonté de fabriquer un engin qui puisse être plus rapide sous l'eau qu'en surface, c'est ça qui est révolutionnaire. Deux ingénieurs, Friedrich Sürer et Klaus Brücking, font évoluer le U-boat de type 18.
Il devient le type 21. L'idée est de conserver la forme hydrodynamique en 8 de la coque. La propulsion se fait toujours grâce à des moteurs diesel et électriques, mais avec une nouveauté. La partie inférieure de la coque abrite d'imposantes batteries 3 fois plus grosses que celles du type 7. Le type 21 doit mesurer 77 mètres de long et 6 mètres de large. C'est plus du double de la taille du type 7. Hitler fait passer la construction de ce sous-marin avant celle de tous les autres. Le haut commandement des forces navales demande que 15 sous-marins soient fabriqués chaque mois. Mais l'amiral Dönitz exige plus. Il est déterminé à accélérer la fabrication. En juillet 1943, il accepte la nomination d'un ingénieur spécialisé pour diriger la construction. Je suis conscient qu'il n'a jamais fait ça auparavant, mais ça n'a pas d'importance. Il connaît la production en série. Il s'appelle Otto Merker. Il a travaillé à la production en série de voitures et de camions de pompiers. Il pense pouvoir appliquer la même méthode pour les sous-marins. Il compte procéder en 3 étapes. Pour commencer, la coque principale est construite en 9 segments distincts. Mais pour les préserver des attaques aériennes des Alliés, Otto Merker répartit la fabrication entre 32 usines à travers l'Allemagne. Elles sont situées à proximité de voies navigables qui permettent le transport des segments. Une fois prêts, les segments partent dans 11 chantiers différents pour la 2e étape de la construction, l'installation de divers mécanismes, des moteurs électriques et d'équipements spécifiques aux sous-marins. Pour finir, l'ingénieur envoie les segments achevés dans un des 3 chantiers situés à Danzig, Hambourg et Brême. C'est là qu'ils sont assemblés. Malgré ce plan ingénieux, Otto Merker estime que la construction prendra jusqu'à 9 mois. Les nazis ne peuvent pas se permettre d'attendre. Afin d'accélérer la production, Otto Merker fait construire une installation supplémentaire. Elle peut accueillir une chaîne de fabrication entière. Conçue pour résister aux bombes des Alliés, ce sera une usine de production de sous-marins ultramoderne. Commandé en 1943, le bunker Valentin est bâti au bord de la Weser, près de Brême. C'est le plus grand bunker construit par les nazis en Allemagne. Ce bâtiment s'étend sur près de 400 mètres. La taille est tout simplement stupéfiante. L'épaisseur des murs est de 7 mètres et celle du toit fait 5 mètres par endroit. James Holland est venu explorer ce monstre de béton. Je dois avouer que je n'ai jamais rien vu d'aussi grand. Cet endroit est absolument gigantesque. Difficile d'imaginer comment ils ont pu construire quelque chose de cette taille en seulement 22 mois. Otto Merker divise le bâtiment en 13 travées. Dans chacune d'elles se déroule une étape de l'assemblage. Les travées 12 et 13 sont étanches et servent à effectuer des essais en immersion. Une fois prêts, les sous-marins sont mis à l'eau dans la Weser. Et voici le produit fini. Une arme redoutable aux mains des nazis, le U-boat de type 21.
Sur le pont supérieur, il n'y a rien qui dépasse. On voit bien la forme profilée. Les lignes sont fluides. Ces bollards d'amarrage sont les seuls éléments qui dépassent sur le pont supérieur. Quand le sous-marin partait en mer, on les abaissait sous la coque pour que le pont soit dégagé et lisse. Et c'était la même chose pour le bastingage. Il est très utile quand on est sur le pont supérieur, mais il était impossible de le démonter. On arrive à l'avant du pont supérieur. La proue ne ressemble pas à celle des autres sous-marins. Elle est plus arrondie. Et ici, ce sont les ailerons avant. Ils servent à contrôler la profondeur du sous-marin. Et quand on veut aller vite, on peut les rabattre dans ses fentes sur le côté. Bien qu'il soit plus gros que le Type 7, sa coque profilée lui permet d'être plus silencieux, ce qui complique la tâche des sonars ennemis. Mais c'est la technologie qu'abrite cette coque futuriste qui fait de ce U-boat un sous-marin révolutionnaire. Voici la centrale électrique du sous-marin. C'est un énorme moteur électrique. Un moteur de 5000 chevaux actionne les hélices. De quoi atteindre une vitesse de 17 nœuds en immersion. Le Type 7 n'atteignait que 6 ou 7 nœuds sous l'eau. Celui-ci est 2,5 fois plus rapide. C'est un énorme progrès. Et c'est ce qui en fait un vrai sous-marin de combat. Ça, ce sont des batteries. C'est vraiment ce qui caractérise le U-boat de type 21. 236 tonnes de batteries sont stockées dans la partie inférieure de la coque. Elles peuvent propulser le sous-marin pendant 11 jours. C'est plutôt grand comme espace. Et ce n'est qu'une partie. Il y a encore de la place de ce côté. Et il y a aussi un niveau en dessous. Ce sont des batteries de voitures géantes. Malheureusement, même si elles stockent beaucoup d'énergie, elles nécessitent aussi une maintenance régulière. Il y a un passage étroit ici, entre les deux compartiments, pour les batteries. Un pauvre sous-marinier devait passer par ici, grimper par une de ces ouvertures et s'allonger sur cette planche. Il pouvait se déplacer d'un côté et de l'autre, car la planche est sur rail. Mais tout en œuvrant ainsi dans cet espace exigu, il devait faire très attention à ne pas toucher ses connecteurs électriques. Ces batteries contiennent suffisamment de courant pour tuer quelqu'un. Les deux moteurs diesel du sous-marin rechargent les batteries en 5 heures seulement. Il leur faut de l'air pour fonctionner. Ils ne servent donc qu'en surface ou en immersion périscopique grâce au schnorkel. Cette nouvelle invention permet à l'air d'entrer dans le sous-marin lorsqu'il est juste sous la surface. Ce modèle de schnorkel est ingénieux. Il est muni d'un clapet à billes qui empêche l'eau d'entrer dans le sous-marin et il fournit une source indirecte d'air pour le fonctionnement des moteurs. Le génie de Walter a été de concevoir des tuyaux d'arrivée qui ne sont pas reliés directement au moteur diesel. L'air entre par ces tuyaux et ressort ici, juste au-dessus du filtre à air du moteur. Les tuyaux amènent l'air dans le sous-marin et le moteur diesel puise l'air dans l'atmosphère ambiante. Si une vague passe par-dessus le schnorkel et que le clapet se ferme, les moteurs diesel continuent de fonctionner pendant un moment grâce à l'air présent dans le sous-marin. Contrairement aux moteurs du U-boat de type 7, ceux du type 21 peuvent continuer à fonctionner en immersion, même par mer forte. Mais la fabrication innovante et la technologie avancée de ce sous-marin ne servent en réalité qu'un seul but: la puissance de feu. Voici l'atout de ce sous-marin. C'est l'arme principale. Il y a 6 tubes lance-torpilles de 533 mm. 2 ici, 2 là et 2 autres en dessous. On peut charger chacun de ces tubes avec une torpille. C'est une arme vraiment puissante. Il y a 250 kg d'explosifs dans la partie avant. La tête explosive est énorme. Une seule suffit à couler un navire. Ce sous-marin transporte 20 torpilles. 6 sont préchargées dans les tubes
et les 14 autres sont stockés dans une salle derrière. Le type 21 transportait plus de torpilles que le type 7. Mais le vrai progrès, c'est le système de rechargement automatique. Il faut moins de temps pour recharger les 6 tubes lance-torpilles sur celui-ci qu'un seul tube sur le type 7. Ce sous-marin aurait pu lancer 18 torpilles en 18 minutes dans un convoi. Il avait tout pour être dévastateur. Le type 21 est plus silencieux et plonge plus profond que tous ses prédécesseurs. Et une fois immergé, il est plus rapide que la plupart des convois de navires marchands. C'est une arme redoutable. Il comble les attentes d'Hitler. Mais les Alliés intensifient leurs bombardements contre l'industrie lourde des nazis. L'acier commence à manquer. L'armée de terre attendait désespérément des fusils, des armes légères, des chars d'assaut et du matériel de toutes sortes. L'armée de l'air réclamait des avions. C'était comme avoir un tout petit gâteau avec lequel il fallait essayer de nourrir de nombreuses bouches affamées. Les avions alliés survolent la côte sans répit et rendent impossibles les essais du nouveau sous-marin. Ils bombardent lourdement Hambourg et détruisent 3 U-boats de type 21 dans le port. Puis ils se tournent vers le plus gros site de construction de sous-marins des nazis. En mars 1945, les avions alliés bombardent le bunker Valentin. Les travées portent encore les stigmates de ces attaques. Regardez ça. C'est stupéfiant. Ça doit être un des 2 endroits où les bombes ont atteint le toit et l'ont traversé. Quel impact! Et regardez tous ces débris. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un vestige de ce qu'on appelle le Grand Slam. C'est une bombe de 10 tonnes. C'est la plus grosse bombe que les avions de la Royal Air Force pouvaient transporter. Elle a été conçue par Barnes Wallis, qui a aussi inventé la bombe rebondissante. Regardez l'épaisseur. C'est lourd. Et c'est juste un morceau. Je peux à peine le soulever. Cette bombe provoque un petit séisme. L'idée, c'est qu'avec son poids et sa puissance, elle transperce le toit, traverse l'épaisseur de la structure et qu'elle explose seulement après. Elle a donc traversé environ 3 mètres d'épaisseur sur les 5 existants et elle a explosé. C'est ça qui a causé ces dégâts. Et avec ces 2 bombes, ce sont 1000 tonnes de béton qui se sont effondrées. Pour le bunker Valentin, c'en était fini. L'usine de sous-marins de l'amiral Dönitz s'arrête avant même que la production ait commencé. C'est un revers accablant. Une pression croissante est mise sur les 3 chantiers d'assemblage restants pour fabriquer des U-boats de type 21. Entre juin 1944 et avril 1945, 119 sous-marins sont livrés en parfait état de marche. Mais l'entraînement des équipages est long et seuls 2 U-boats entrent en service. L'amiral Dönitz en confie un au commandant Schnee. Après 2 mois passés à se familiariser avec le U-boat, il est maintenant aux commandes du sous-marin le plus performant du monde. Le 30 avril 1941, Schnee et son équipage quittent discrètement un fjord norvégien en direction de l'océan Atlantique. Il patrouille à la recherche de navires ennemis. Mais en Allemagne, la guerre a eu raison de l'amiral Dönitz et de sa flotte de sous-marins. L'armée rouge a mis Berlin à sac
et Hitler est mort. Le 4 mai 1945, l'amiral Dönitz envoie un message radio à ses U-boats. Hommes des forces sous-marines, après une lutte héroïque sans égale dans toute l'histoire, vous avez déposé les armes. Vous avez accompli des exploits sans précédent. Vous vous apprêtez à faire un grand sacrifice pour votre patrie. Il ne viendra pas entacher votre honneur et il épargnera à votre pays de terribles conséquences. Mechner dispose d'une dernière chance de montrer l'efficacité de cette merveille technologique. De retour vers la Norvège, il détecte le bruit d'une hélice. C'est celle du Norfolk, un croiseur britannique. Croiseur en vue, escorté par des destroyers. On va passer en dessous. Immersion périscopique. Bien. Le Norfolk est dans le viseur du commandant Schnee. Je les vois. Ils ne sont qu'à 600 mètres. Le U-boat avance sous l'eau en silence, presque invisible. Ils ne savent pas que nous sommes ici. Il est tentant d'attaquer. Mais le cessez-le-feu a été décrété. Le commandant Schnee décide de ne pas désobéir aux ordres. C'est fini. La guerre est terminée. Remontez. Nous rentrons. En Allemagne, l'amiral Dönitz donne l'ordre de saborder tous les U-boats de type 21 pour éviter qu'ils tombent aux mains de l'ennemi. 84 sont détruits. Mais ça ne suffira pas. Les Alliés parviennent à en récupérer un. Il va servir de modèle pour le premier sous-marin à propulsion nucléaire, l'USS Nautilus. Parmi les technologies militaires allemandes de la Seconde Guerre mondiale, c'est sans doute une des plus abouties et une de celles qui ont eu le plus d'influence. Ironie du sort, les nazis avaient mis au point l'arme sous-marine la plus redoutable de l'histoire. Mais le U-boat est arrivé trop tard pour sauver l'Allemagne, et il n'a jamais lancé une seule torpille sur un navire ennemi. S'il était entré dans la bataille de l'Atlantique 2 ans plus tôt, en 1943, on imagine mal comment les Alliés auraient pu maintenir la traversée des convois. Ils n'auraient pas pu le localiser ni le détruire. Mais le U-boat de type 21 est arrivé un peu trop tard pour changer le cours des choses. Après la guerre, l'amiral Dönitz a purgé une peine de 10 ans de prison. À sa sortie, il a écrit ses mémoires avant de sombrer dans un relatif anonymat. Le commandant Schnee a servi 6 mois à bord d'un dragueur de mines avant de se reconvertir en représentant de commerce. Une fin peu glorieuse pour ces deux figures nazies emblématiques de la guerre sous-marine dans l'Atlantique.